Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue donc dans notre quotidienne consacrée à la route du Rhum comme depuis le début de la semaine. Et comme d'habitude, je serai accompagné ce soir de Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Victor. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Ainsi que de notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour à tous et bienvenue ici, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre où vous le voyez, Harry Durimel, le maire écologiste de la ville, nous reçoit. Merci à vous, on vous retrouve dans quelques minutes. Et tout de suite pour commencer cette émission, je vous propose tout simplement d'en écouter le sommaire. Météo dantesque, 4 abandons en quelques heures, la nuit dernière a été agitée. Chez les ultimes, Gabard sur Lazartigue et Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild se disputent toujours la première place. Chez les Ocean 50, Quentin Vlaminck sur Arkema a retrouvé sa place de leader suite au chavirage de Thibaut Vauchel-Camus la nuit dernière. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, sera l'invité de Nicolas Coute en direct de Guadeloupe. Et nous aurons aussi, comme chaque soir, le journal du Rhum, la rubrique On-Board ainsi que notre page réseaux sociaux. Et pour commencer cette émission, je vous propose tout simplement de regarder le résumé des 24 dernières heures en course. Après 3 jours de course, la bataille fait rage sur l'Atlantique. L'heure est aux options tactiques. En classe 40, la flotte navigue groupée dans le golfe de Gascogne. Les marins ont choisi leur stratégie. La boulangère est toujours à côté de moi. Les cross-calls un peu plus loin là-bas. Le vent devrait rentrer progressivement. C'est décalé un peu plus sud que les autres pour avoir un peu moins de vent. J'avais un petit peu peur de casser le bateau en étant plus nord et donc c'est une option de sécurité. Quand la tempête sera passée, on va pouvoir se réhisser aux avant-postes. Les IMOCA sont dans une phase de transition au large du Portugal. Charlie Dalin mène toujours la danse. La vie semble normale à bord d'Apilia et pourtant ça secoue. Assez intense ça depuis le début, avec beaucoup de manœuvres, beaucoup de choix, mais tout va bien. J'ai profité de cette belle journée ensoleillée pour un petit peu changer. Voilà. Avec les belles affaires toutes propres, les autres étaient un petit peu mouillées. Pour les Ocean 50, le vent qui était aux abonnés absents est enfin de retour. Éric Perron sur Comme il faut s'en veut de ne pas avoir pris le bon wagon. On n'a pas bien dormi et en plus on est un peu de mauvaise humeur parce qu'il y a 2 collègues qui se sont bien barrés dans notre sud et voilà, donc bon, il faut cravacher encore, c'est pas fini toute cette histoire. Au large des Açores, dans la classe ultime, François Gabard a décidé de passer sous l'archipel. Thomas Coville, lui, le contourne par le nord. Alors comme vous l'avez compris, les skippers, toutes catégories confondues, globalement, ont dû faire face la nuit dernière à un vent froid très actif avec notamment des vents, des rafales sud de 40 à 45 nœuds. Résultat des courses, si l'on peut dire, 4 abandons. Celui de Thibaut Vauchel-Camus qui a chaviré tout simplement en Ocean 50. En IMOCA, c'est Louis Burton qui a dû abandonner. Côté classe 40, Amélie Grassi et Aurélien Ducrot ont également dû quitter la course. Alors pour évoquer justement ces conditions de météo particulièrement compliqué la nuit dernière, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Cyril Bonnefoy. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors je précise aux téléspectateurs que vous êtes donc météorologue à Météo Consult. Première question que j'ai envie de vous poser tout simplement pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que les skippers ont affronté finalement la nuit dernière ? Alors en fait, effectivement, la météo était très agitée. On a en ce moment vraiment un rail dépressionnaire sur l'Atlantique. Et donc les dépressions et les fronts s'enchaînent. Donc du coup, ils ont eu 2 fronts en fait qui ont fusionné en un. Ce sont 2 fronts froids très actifs. Donc ils n'ont vraiment pas eu de répit. Ils ont passé le premier front dans la matinée pour les premiers. Et puis ensuite, le deuxième front a enchaîné très rapidement en fait. Derrière, avec des rafales qui ont pu dépasser effectivement les 45 nœuds sous les grains. C'est dû en fait à l'instabilité qui est souvent fréquente sous ces fronts froids. Résultat, est-ce qu'il y a eu plusieurs informations qui ont tourné sur la course et est-ce que les skippers pouvaient s'attendre finalement à ce qui leur est arrivé ?
Alors, il faut toujours être méfiant sous les fronts froids. On sait que les modèles, souvent, ont tendance à sous-estimer certaines rafales, en particulier sous grain. Donc, on peut s'attendre effectivement à rajouter quelques dizaines de nœuds, parfois aux rafales maximales, en particulier sous ces grains. C'est dû en fait à l'instabilité de la masse d'air. Alors comment peut-on également prévoir l'avenir, si j'ose dire, parce qu'on a bien compris que la météo n'est pas une science exacte, Cyril, mais dans les heures qui suivent, et notamment la nuit qui arrive, à quoi peut-on s'attendre? Alors là, ils ont passé justement le front, hein. Toute la flotte est passée derrière le front. C'est ce qu'on appelle un régime de traîne sur l'Atlantique, un régime de sud-ouest qui est beaucoup plus modéré. Même s'il y a encore quelques grains, les rafales n'excèdent plus les 30 nœuds au maximum. Et donc, maintenant, il va falloir avoir les yeux rivés sur ce qui se passe un peu plus au nord sur l'Atlantique, puisqu'il y a l'ancien cyclone Nicole qui a touché la Floride, rappelez-vous, il y a quelques jours, qui est remonté très rapidement sur la côte est des États-Unis et qui traverse en fait l'Atlantique en moins de 24 heures. Il va perdre 24 hectopascales, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des météorologues une bombe météorologique. Donc, elle va pas croiser directement la course des skippers, mais ceux qui se retrouveront en queue de peloton, eh bien, seront touchés en tout cas dès la deuxième partie de nuit prochaine par le front froid qui est associé à cette dépression, puisque la dépression, elle va remonter très au nord ensuite vers l'Islande, mais le front froid, lui, va s'étendre des Açores jusqu'à l'Irlande, et là, c'est vraiment des vents tempétueux qu'on attend sous ce front froid avec des rafales qui pourront excéder les 50 nœuds. D'où l'intérêt pour les leaders, en tous les cas, de prendre les vents portants, comme on dit, le plus rapidement possible. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la bascule derrière le front. Une fois qu'on a passé la bascule, on est plus tranquille, on peut mettre du sud dans la route et tirer vers les Açores. Et ensuite, en dessous des Açores, c'est nettement plus... ça sera une navigation nettement plus plaisante, contrairement à ce qui se passe dans le nord du bassin. Alors, plaisante ou pas, effectivement, on verra bien, Cyril. En tous les cas, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une petite idée de l'arrivée des premiers, les ultimes? Alors, les deux premiers actuellement, depuis le début quasiment, hein, c'est François Gabard et Charles Caudrelier. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une idée de leur arrivée en fait en Guadeloupe? Ou est-ce que c'est prématuré? Alors ça va être très, c'est la tactique qui va jouer dans les prochains jours, puisqu'ils ils sont confrontés à un ralentissement notable en raison de l'anticyclone. Il faut voir ça comme une sorte de mur qui sépare les dépressions sur le nord de l'Atlantique et les alizés plus au sud. Alors avant de rejoindre les alizés, qui devraient rejoindre pour les premiers dans la matinée de ce lundi, il sera encore mal établi, donc ils vont devoir faire pas mal de manœuvres en panée. Et donc nous, les différents routages qu'on a pu lancer nous donnent les premières arrivées pour la mi-journée de ce jeudi. Mais il y a encore des incertitudes qui sont liées notamment à l'installation plus ou moins régulière de cet alizé. Eh bien, écoutez, on sera aux aguets, comme on dit, entre mercredi soir et jeudi matin. Merci beaucoup, Cyril Bonnefoy, de nous avoir consacré un petit moment. Merci, et tout ça est bien plus clair grâce à vous. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Pour rester sur cette thématique, on vient de voir l'analyse du spécialiste. Tournons-nous à présent du côté du skipper avec notre deuxième invité de la soirée que j'ai le plaisir de recevoir. C'est Fabio Muzzolini. Bonsoir Fabio. Ouais, bonsoir tout le monde. Alors vous êtes le bras droit de Stan Turette qui est le skipper d'Everial en classe 40, voilà, pour que tout le monde sache évidemment la raison de votre présence. Alors Fabio, vous êtes également skipper bien sûr, on a eu l'analyse météo, maintenant votre analyse de skipper. Clairement, qu'est-ce que justement les marins ont dû affronter depuis 24 heures? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer concrètement parlant? Oui, alors comme le disait Cyril, le météorologue tout à l'heure, donc le passage d'un front, ça correspond à une bascule de vent. Et donc, c'est pas tant la force du vent qui est redoutée par les marins, et je pense qu'il y a eu un impact sur les bateaux, c'est plus la rotation du vent qui est soudaine sur un passage de front en Atlantique. Et du coup, le front en avant du front, ça va générer une houle, par exemple, d'ouest.
Et de sud-ouest, pardon, et au moment du passage de front, les bateaux vont se retrouver avec un nouveau vent, une nouvelle orientation du vent, et ils vont se retrouver avec du vent fort face aux vagues. Et du coup, ça fait beaucoup de secousses pour les bateaux. Et on n'a pas eu évidemment les débriefs des skippers qui ont été malheureusement sérieusement impactés là, sur leur course, mais souvent la casse vient davantage des vagues que du vent. Donc c'est un petit peu plus ce qui est redouté. Je crois que Johan Richaum le disait très bien dans la vacation ce matin, lui il a un petit peu tempéré et pas trop bourriné, comme on dit dans le jargon, pour essayer de passer le plus en douceur les vagues et de ne pas mettre son mât trop en danger. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Comment on peut gérer ce genre de situation? Parce qu'il faut faire vite, d'autant que les prévisions étaient un petit peu plus optimistes. Oui, c'est ça. Alors, le météorologue avant moi, Cyril, l'a très bien dit. Donc, il y a aussi les grains à gérer. Donc, il peut aussi y avoir des surventes très importantes. Et c'est les surventes qui ont du mal à gérer les trimarans. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer sur les monocoques? Je pense que c'est réduire bien la toile, mais en même temps, quand on a ses concurrents à côté, c'est pas forcément facile, donc il faut trouver le bon dosage. Et après, dans du vent fort, les bateaux ont tendance à accélérer très fort, donc c'est pas toujours simple de les ralentir. Est-ce que vous avez eu dans tout ça, Fabio, des nouvelles de notre ami Stan? Comment il a passé ces dernières 24 heures globalement? Oui, Stan va plutôt bien. On l'a vu dans un tout petit court extrait de rappel du jour que vous avez mis au début de l'émission. On voyait le skipper de Seafrigo qui disait qu'il avait fait un décalage au sud. Donc, une des autres possibilités pour atténuer justement la force des vagues, c'était de se décaler un petit peu au sud. Et c'est le choix qu'a fait Stan. Et en se décalant plus au sud, il a eu un peu moins de vent. Toujours de la mer forte, mais sûrement un peu moins forte. Et du coup, il s'en sort plutôt bien. Il a même réussi à regagner 10 positions dans les 24 dernières heures. Donc pour l'instant, ça va pour lui. Ouais, c'est la dernière question que j'allais vous poser, Fabio. Donc on connaît l'optimisme de Stan. Donc là, j'imagine que le moral est au beau fixe après quelques heures peut-être un peu plus compliquées. Ouais, c'est ça. C'est sûr que son regain dans le classement va le booster. Faut dire qu'il a eu quelques petits soucis techniques qui l'ont pas aidé à rentrer bien dans sa course depuis le départ, donc avec pas mal d'eau un petit peu à rentrer par le moteur. Du coup, c'était pas forcément facile de se mettre à fond au départ, et notamment dans cette mer assez forte qu'ils ont croisée ces derniers jours. Mais maintenant que le bateau glisse plus vite, il va pouvoir. On voit que ça lui plaît, et puis du coup le moral est bon, et il est en train de revenir un petit peu sur ses camarades. Et il nous fera en plus des belles images comme il sait si bien le faire. En plus, donc on compte sur lui également pour bien communiquer, mais ça, on lui fait confiance. Merci beaucoup, Fabio, d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt, j'espère, d'ici la fin de la course. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Merci encore. Alors, si vous l'avez bien vu et entendu, donc ces conditions météo compliquées, donc beaucoup de parcours de skippers, toutes compétitions confondues, eh bien, cette météo a aussi eu des conséquences à terre. Et je vous propose de regarder tout de suite un sujet signé Victor Pérez-Boucheron. La Guadeloupe et Pointe-à-Pitre en proie aux pluies tropicales hier soir. L'île Papillon s'est vite retrouvée sous des amas d'eau durant près d'une heure. À 72 heures d'une éventuelle arrivée des premiers ultimes, la météo changeante à n'importe quel moment pourrait à terre bouleverser les festivités prévues sur place. Le bulletin météo des prochains jours est plutôt pessimiste. Des orages et vents violents sont attendus sur la Guadeloupe et Pointe-à-Pitre jusqu'à au moins mardi matin. Alors, pour évoquer ces problèmes à terre, vous êtes avec nous, Nicolas Coute, en direct de la Guadeloupe. Météo, Avec un petit problème de régie, donc Nicolas, vous devriez être là dans quelques instants. Effectivement, vous êtes avec votre invité du soir, qui est le maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Harry Durimel. Et nous vous reprendrons dans quelques instants. Ce sont les aléas du direct, comme l'on dit. Donc on va enchaîner sur la course, puisque tous ces événements ont eu bien sûr des conséquences, avec notamment dans les Ocean 50 et Quentin Vlaminck sur Arkema, qui retrouve sa place de leader suite au chavirage de Thibaut Vauchel-Camus la nuit dernière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour notre néo-aquitain. Bien sûr, un petit mot, une petite pensée
pour donc nos Thibaut Vauchel-Camus, je vais y arriver, qui est sain et sauf. En IMOCA, Charlie Dalin, lui, sur Apivia, reste en tête dans sa catégorie devant Jérémy Bayou sur Charal. Là aussi, pas trop de surprises. Victor Pérez-Boucheron reviendra en détail sur les performances justement des Néo-Aquitains dans son journal du Rhum dans quelques minutes. Donc on va pouvoir retourner, me dit-on, en régie du côté de la Guadeloupe avec Nicolas Coute. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Oui. Parfait. Donc effectivement, nous sommes place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, avec Henri Durimel, le maire écologiste de cette belle... Harry, pardon, Durimel, le maire écologiste de cette ville de Pointe-à-Pitre. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. On parlait il y a quelques instants de ça, des conditions compliquées, des conditions climatiques, mais c'est un peu habituel, bien qu'il y ait de plus en plus de pluies tropicales. La semaine dernière, vous avez souffert notamment. Absolument, nous avions des saisons. Nous avions l'hivernage et nous avions une chaude, une pluvieuse. Mais depuis quelque temps, à ceux qui disent que le réchauffement, les bouleversements climatiques, c'est une blague, on vit ces bouleversements puisque nous avons eu des inondations en avril et nous en avons eu aussi en octobre. Ça ne se voyait pas avant. Donc oui, on est en plein dedans, des bouleversements, le climat qui change. Et nous qui, avec notre faculté d'adaptation, notre résilience bien connue, nous savons jouer sous la pluie. Ça ne nous arrête pas. Même quand il pleut, on continue à vivre. Et on sait que le soleil ne va pas tarder. Vous avez vu, on était en plein soleil. La pluie menace là, mais le soleil n'est pas loin. Donc on vit avec. Il est vrai que tout peut changer d'un instant à l'autre. C'est-à-dire que vous avez un rayon de soleil et subitement vous prenez 30 litres d'eau sur la figure. Absolument. Et c'est pour nous, je me souviens à gamin, on jouait dans les flaques d'eau, on tapait des pieds, on jouait des bûchettes qu'on lançait dans les caniveaux. Et on faisait des compétitions entre gamins, la première bûchette qui arrive au bout du caniveau. Aujourd'hui, avec les différentes alertes, vigilance jaune, vigilance rouge, vigilance jaune, on est toujours dans une couleur de vigilance et donc ça a généré de l'angoisse, ça a généré une anxiété. Et quand il y a une certaine couleur de vigilance, on arrête de vivre, on va chercher les enfants à l'école. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de vivre avec un climat qui se désorganise, qui se dégrade par moments, mais qui s'améliore. Donc, nous qui sommes des écologistes et qui militons depuis tantôt à dire que l'homme a un impact sur l'environnement, l'homme a un impact sur la nature et la nature n'est pas juste un exutoire où on jette tout ce dont on ne veut pas. Et bien là, maintenant qu'on commence à payer ce que nous avons fait ces 30 ou 50 dernières années, on commence à se dire finalement ils avaient raison les écologistes. Mais écologiste, mais pas écologie, genre écologie punitive. Il ne faut pas faire radical. Faire ça. Oui, on peut être radical, mais pas dans la punition. Il faut enseigner, il faut sensibiliser, éduquer, réinitialiser carrément les citoyens, qu'on vive autrement et non pas chercher à sévir, à punir, à interdire. Ce n'est pas ma conception de l'écologie. Alors on reviendra tout à l'heure sur la politique de la ville, tant en termes de sport que de culture. Nous avons d'ailleurs reçu il y a 48 heures de cela votre directrice des affaires culturelles et sportives, Madame Saha, et Sylvie Adélaïde, votre directrice de cabinet avec qui nous avons préparé votre venue et là où vous nous recevez, et on vous en remercie encore, Monsieur le maire. On reviendra sur ce cheminement qui vous amène à faire du sport, de l'écologie et du développement durable, l'un des axes de votre campagne, parce que vous avez récupéré une commune profondément endettée, un peu saccagée, on le verra, mais vous verrez que la ville tente de se relever avec les habitants de Pointe-à-Pitre et Monsieur le maire en tête de ce combat du 21e siècle, Jean-François. Merci Nicolas, on vous retrouve dans un tout petit instant en effet avec le maire de Pointe-à-Pitre. Alors sans transition, comme l'on dit dans le jargon, nous allons à présent aborder donc les classements de cette route du Rhum destination Guadeloupe avec évidemment pour commencer la classe des ultimes. Chez les grands, comme on dit, le duel fait toujours rage entre Charles Caudrelier et François Gabard sur Lazartigue. Les deux hommes ont passé sans heurts la fameuse dépression que nous avons évoquée tout à l'heure en début d'émission. Les deux skippers qui enregistrent des moyens
moyenne de 30 à 35 nœuds semble bien parti pour se disputer donc la victoire finale. Mais attention, derrière, Thomas Coville est aux embuscades. Derrière ensuite, 4e position, Francis Joyon, le tenant du titre. 5e, Yves Leblévec. 6e, Arthur Levaillant. Armel Lecléache, attention, qui était donc 8e hier, qui a réparé, qui est sorti du port de Lorient et qui remonte petit à petit dans la course. Armel Lecléache qui est 7e et donc Romain Piliard qui donc prend la dernière place de ce classement. En Ocean 50, on l'a dit tout à l'heure, Quentin Vlaminck qui reprend donc sa place de leader devant donc Sébastien Rogue et Erwan Leroux qui lui était 4e hier. Armel Tripon est donc 4e de ce classement. On vous rappelle que dans cette catégorie des Ocean 50, déjà 2 abandons à noter. Dans le classement des IMOCA, donc on l'a dit également tout à l'heure, Charlie Dalin sur Apiva est en train de faire cavalier seul, comme on dit, dans cette course, devant Jérémy Bayou de chez Charal et enfin Thomas Ruyant qui était 5e hier en milieu de journée, qui passe donc sur le podium. Et pour terminer cette rubrique, si j'ose dire, en classe 40, Xavier Macaire est premier en classe 40 devant Corentin Douguet et Johan Richomme qui a longtemps été 2e aujourd'hui puis qui vient de se faire doubler par donc Corentin Douguet dans cette catégorie des classes 40. Et c'est le moment de retrouver notre envoyé spécial Nicolas Coute avec son invité Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre. Je vous avais dit, Nicolas, qu'on reviendrait vous voir rapidement. Je tiens parole. C'est à vous. Effectivement, merci Jean-François. Nous sommes toujours place de la Victoire ici à Pointe-à-Pitre avec ces 5 heures de décalage horaire puisque chez nous il est précisément 13h20 et la température, je présume qu'elle est tout autre qu'en métropole parce que le mercure nous annonce régulièrement 30-32 degrés. Je peux vous dire qu'avec Harry nous sommes au pic du soleil, on est plus près des 40 et nous sommes de véritables éponges plutôt que la doudoune qui était de circonstance lorsque nous étions à Orly en début de semaine après le départ de cette course. Monsieur le maire, merci de nous recevoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur NATV, Na.Média ou les réseaux sociaux. Monsieur le maire, on parlait de la politique sportive en off en attendant que Jean-François déroule les résultats. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur la politique sportive de la ville parce que Pointe-à-Pitre reste une ville sportive, c'est une terre de champions. On parle d'escrime, on parle d'athlétisme, de football. Absolument, et du fait que Pointe-à-Pitre se situe au centre de la Guadeloupe, lorsque un certain nombre de communes n'avaient pas encore d'infrastructures sportives, pour faire du sport, il fallait venir à Pointe-à-Pitre. Donc certains se sont installés à Pointe-à-Pitre et c'est ainsi que nous avons vu émerger les meilleurs à Pointe-à-Pitre parce que ceux qui sont bons viennent à Pointe-à-Pitre comme en métropole, on va à Paris. Et donc Pointe-à-Pitre concentre de nombreux champions. L'année dernière, une de nos équipes de football est devenue championne de Guadeloupe, la solidarité scolaire. Nous avons la Red Star aussi. Les infrastructures que nous offrons. Le basket aussi se développe, le futsal, le président de région vient d'offrir un city stade, comme il l'a appelé, à un quartier un peu défavorisé de la ville, à la sortie sud-est en face du Memorial Act. Donc l'escrime aussi, nous avons vu se consacrer des champions. La responsable des sports dans notre direction des sports, Madame Guillaume Marie-Claude, est la présidente de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe et a elle aussi produit des grands champions. Donc Pointe-à-Pitre, effectivement, c'est une ville sportive, c'est une ville qui se veut à la fois intellectuelle et aussi physique parce que nous avons une université, c'est une ville universitaire. Elle paraît un peu déconnectée du centre-ville et c'est pour cela que nous avons l'idée de construire le long du littoral une voie piétonne et cyclable qui viendrait à la fois protéger avec un enrochement, protéger notre trait de côte et en même temps reconnecter l'université au centre-ville en flânant, venant à pied, venir au centre-ville. Donc ville universitaire, ville sportive, ville de terre de champions, ben oui c'est ça Pointe-à-Pitre et là bientôt nous allons accueillir des grands champions sur l'eau et là encore en nautisme, et c'est là que nous avons le plus de retard, étrangement, puisque tout en étant une ville littorale, on a tout construit d'eau à la mer, on a ignoré la mer pendant si longtemps, et nous souhaitons que la route du Rhum ne soit pas juste l'affaire d'un instant, mais que Pointe-à-Pitre devienne une destination pour de nombreuses régates, que 3 ou 4 fois dans l'année, qu'on sache qu'il y a des courses de notre bateau qui arrivent à Pointe-à-Pitre. Donc sur le nautisme aussi, nous allons enclencher le processus pour aussi là produire les champions. Et peut-être qu'à la prochaine route du Rhum, ça sera un point 3 qui arrivera le premier.
En tout cas, monsieur le maire vient de nous le dire, Pointe-à-Pitre est une ville sportive. C'est la route du Rhum qui est attendue donc mercredi ou jeudi. Tout cela dépendra bien évidemment de la météo. Pointe-à-Pitre, c'est à peu près 15 000 habitants. La Guadeloupe en elle-même, c'est à peu près 390-400 000 habitants. Et c'est la 5e île quand on met la Grande Terre et la Basse Terre en superficie. C'est la 5e île de tous les territoires confondus quand on parle de la Corse, de l'île d'Oléron, mais aussi des Kerguelen. La Guadeloupe, c'est donc la 5e île et derrière, il y a la Martinique voisine qui est 7e ou 8e. Parlons, monsieur le maire, de la situation politique, puisque l'occasion nous est donnée de donner un coup de projecteur à cette belle ville de Pointe-à-Pitre. Je me rappelle, vu de la métropole, que vous aviez hérité d'une commune aux poches creusées, si je puis dire, avec un déficit abyssal. Absolument. Absolument. Quand nous arrivons, le maire qui nous précède a tellement donné dans la gabegie. Là aussi, c'était de champion de gabegie. Il faisait l'objet d'une procédure de révocation et il a préféré démissionner pour ne pas subir cette procédure assez affligeante que la révocation. Donc, c'est une ville que nous prenons parce que nous avons l'amour de cette ville, parce que, comme vous ne le savez pas, un petit point d'histoire personnelle, mon grand-père a été élu maire de Pointe-à-Pitre le 12 janvier 1951 et il est mort le soir même dans des conditions très suspectes qui laissent à penser qu'il aurait été assassiné, puisque 15 minutes avant il a dit que son opposant avait placé un tueur derrière lui et 15 minutes après il s'est effondré. Donc c'est une histoire particulière avec l'amour qui m'anime que nous avons pris cette ville en nous disant que pendant 2-3 années nous allons souffrir parce qu'il s'agira de fermer les vannes du gaspillage, d'arrêter le gaspillage et de faire des économies, de vendre quelques bijoux de famille et remonter la pente. Et c'est ce que nous faisons. Et pour le faire, nous avons d'abord soigné notre armée, puisque l'armée, c'est nos ressources humaines, ce sont les employés de la ville, que nous avons d'abord revalorisé leur carrière. Nous avons fait ce qu'il fallait, améliorer leurs conditions de travail, car la mairie fermait à 14h30 puisque la climatisation n'était pas réparée, qu'on ne pouvait pas payer. Donc la mairie fermait quand il faisait trop chaud. Donc nous sommes en train de passer les comités techniques paritaires afin que la mairie fonctionne toute la journée, puisque nous avons pu payer la clim, nous avons pu faire les réparations. Et la rue derrière là, que vous voyez à côté de la place de la Victoire, elle était barrée, bloquée par un immeuble, un bâtiment qui s'était effondré. Un des plus beaux sites de la ville, la Renaissance, un cinéma mythique de la ville, la Renaissance. Et il s'était effondré après un incendie et ça barrait cette rue. On devait faire tout le tour, toutes les contorsions pour contourner Pointe-à-Pitre. Depuis que nous sommes là, nous avons restauré la circulation autour de la place de la Victoire. Et la ville est en train de se relever. Même cette place où nous sommes aujourd'hui, eh bien, depuis 3-4 jours, je reçois les premières félicitations de ma mandature. Et comme je vous disais, je ne recevais que des encouragements, bon courage, cadeaux empoisonnés, comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir. Et depuis, la route du Rhum est venue nous apporter cet embrun fantastique qui a donné de l'énergie à tous nos travailleurs qui ont carchérisé les sols, taillé les arbres, coupé le gazon, peint les bâtiments. Nous avons eu l'aide d'associations, notamment une d'entre elles qui est présidée par ma directrice de cabinet, une association qui s'appelle Plus Belle la Rue, donc en créole de Plus Belle Rue, et qui s'applique à repeindre les façades de bâtiments anciens, leur redonner de la couleur, de la vie, gratuitement pour les habitants. Et bien, cette association a participé à repeindre les bancs de la place et nous voyons des pointoirs heureux. Avec l'aide de l'État, nous avons pu remettre la lumière parce que là aussi, dans la gabegie d'antan, on avait payé 36 millions d'euros pour faire de Pointe-à-Pitre une ville lumière. Et finalement, c'était une arnaque parce que c'était la ville des ténèbres, quoi. Donc, depuis qu'on est là, vous voyez, les lumières s'allument, la place de la Victoire est éclairée, des groupes jouent sur la place, il y a eu des concerts. Non, la vie est en train de reprendre et pour utiliser le nom de ce bâtiment dont je vous ai parlé, l'ancien cinéma, la Renaissance, eh bien, nous disons que nous allons faire la renaissance de la Renaissance, puisque à la suite d'un appel à projet qui a été lancé avec la communauté d'agglomération Cap Excellence, on a trouvé un promoteur qui va reconstruire ce cinéma et qui va être fonctionnel courant 2024 et les Pointois pourront à nouveau aller au cinéma sur la place de la Victoire. Ça, c'était un de nos challenges. Donc, de la ville des ténèbres dont nous avons hérité, nous sommes en train de rouvrir Pointe-à-Pitre à la lumière. Et même le soleil nous guide déjà parce que vous avez vu comment il dardait sur nos têtes depuis tout à l'heure. Même le soleil a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe.
Voilà. Alors aujourd'hui, en plus, ce qui est entre guillemets extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que vous êtes arrivé entre guillemets au pouvoir, aux commandes de cette belle ville de Pointe-à-Pitre, et le sentiment d'inimitié était plutôt unanime lorsque vous avez pris la commune. Et on voit qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, eh bien les habitants de Pointe-à-Pitre vous sont reconnaissants. Est-ce qu'au travers de ce que vous avez vécu par le drame familial et le décès de votre grand-père, est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites eh bien oui, finalement j'ai bien fait d'avoir candidaté, j'ai bien fait d'avoir présenté ma candidature, parce qu'en plus vous êtes un homme, vous savez vous entourer, j'ai ouï dire que vous aviez pris pas mal de gens du tissu associatif local pour faire de Pointe-à-Pitre ce qu'il est en train de devenir. Vous êtes un homme d'avenir, vous avez laissé les hommes du passé et du passif derrière vous. Absolument, nous ne parlons plus d'eux, maintenant nous sommes résolument tournés vers l'avenir, hommes d'avenir, et je suis porteur d'un idéal. J'ai milité pendant 30 ans en tant qu'écologiste avant de devenir maire, et ce que je dis aux gens et que j'applique aujourd'hui à moi-même, c'est que c'est la base, c'est le peuple qui a l'énergie, qui a la force. Et je leur dis, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons les gens. Et les gens, c'est une ressource humaine, c'est une richesse. Et nous avons mobilisé ces ressources humaines, nous avons mobilisé les associations, 60 associations ont produit des projets pour que cette fête soit belle comme elle s'amorce là. Et grâce à cette ressource humaine, grâce à cette richesse humaine que nous avons, Pointe-à-Pitre n'a pas peur de l'avenir. Alors c'est vrai qu'au début, vu les critiques, vu les coups qu'on prenait, certains pensaient qu'on aurait démissionné, qu'on aurait pris la fuite. Je ne suis pas un homme à fuir, j'aime relever les défis, et c'est les défis que nous avons à relever sont tout à fait à notre portée, puisque notre principe, c'est que c'est bottom to top, c'est de la base vers le haut. Nous ne sommes pas à produire des politiques publiques que nous imposons aux citoyens, c'est avec les citoyens que nous réfléchissons, que nous élaborons des projets, des politiques publiques, et c'est avec les citoyens que nous procédons à l'évaluation en cours de mandat pour pouvoir après infléchir dans un sens ou dans un autre les projets que nous portons. Donc Pointe-à-Pitre est en train de renaître par la volonté de ses résidents et par l'amour que les gens portent. Parce que comme vous remarquerez, en Guadeloupe, quand on va en ville, on n'a même pas besoin de dire qu'on va à Pointe-à-Pitre, on dit je vais en ville. Même s'il y en a plein qui s'appellent des villes, mais quand quelqu'un dit je vais en ville, on sait que cette personne vient à Pointe-à-Pitre. Et généralement, on s'habille bien pour venir à Pointe-à-Pitre. Alors, et la mode d'aujourd'hui est à être le plus déshabillé, à voir le postérieur dehors et tout. Donc on rencontre des gens un peu comme ça. Mais je me souviens que les gens, quand ils viennent à Pointe-à-Pitre, ils se partent de leurs plus beaux habits pour aller en ville. Donc c'est pour ça que le challenge est fort. Nous devons nous appliquer à être une ville d'accueil, une ville qui accueille ces gens bien mis, qui viennent pour passer du bon temps à Pointe-à-Pitre. Et nous voulons devenir à Pointe-à-Pitre une ville d'accueil pour les personnes âgées aussi, car on a tendance à penser que les personnes âgées doivent être renvoyées dans des EHPAD au plus loin de la cité. Mais bien au contraire, comme c'est un petit territoire de 2,6 km², Pointe-à-Pitre offre la possibilité d'aller vers tous les services de soins, de loisirs, de beauté, tous les services en un quart d'heure. Nous voulons devenir la ville du quart d'heure, une ville du quart d'heure à mobilité douce, pouvoir aller à pied ou à vélo partout. Et c'est ça le challenge que nous sommes en train de relever. Mais là encore, c'est avec le peuple que nous y arriverons. Et avec peut-être le président aussi du conseil départemental, parce qu'il me semble que c'est de la compétence, je ne sais pas si c'est comme en métropole, mais les routes sont en principe de la compétence soit de la région, soit du conseil départemental. Donc ça veut dire que vous allez un petit peu tenser vos homologues en leur demandant un peu de crédit pour refaire les routes? Ah bien, ils sont tout à fait volontaires parce que le président du conseil régional, M. Harry Chalus, qui est le maître d'œuvre de la route du Rhum, puisque c'est une organisation régionale, et le président du département, M. Guy Losbar, sont des amis et qui ont suivi la descente aux enfers de Pointe-à-Pitre. Et depuis notre élection, ils nous accompagnent et sur les routes même, lorsque nous vous ferons visiter la sortie sud-est, qui est une des parties qui avait été oubliée par l'ancienne mandature, eh bien, ils sont à nos côtés pour refaire nos voies et créer avec nous des voies cyclables pour permettre aux gens qui déambulent à vélo de ne pas être inquiétés par les automobilistes. Donc oui, Pointe-à-Pitre a besoin du partenariat de ces collectivités majeures et nous ne nous gênons pas pour les solliciter. D'ailleurs, ils sont volontaires parce que chacun dit que Pointe-à-Pitre, c'est la porte d'entrée de la Guadeloupe. Si vous voulez que la Guadeloupe soit belle et appréciée, qu'elle ait de l'attractivité, il faut que Pointe-à-Pitre soit belle et attractive et chacun l'a compris.
Harry Durimel, le maire écologiste, est notre invité en cet après-midi ou en cette soirée pour vous qui nous suivez en métropole sur NATV. Monsieur le maire, revenons si vous le voulez bien sur l'attractivité de Pointe-à-Pitre. On parlait de l'organisation de la route du Rhum. Vous nous animez tous les soirs cette belle ville. C'était pas gagné d'avance parce que on sort l'an dernier sur la route Jacques Vabre, c'était les émeutes, c'était une situation compliquée. Il y en a eu également ici. On sort de 2 ans de Covid et finalement vous avez su relever le challenge. Alors c'est quoi le secret ? Eh bien, le secret, c'est déjà, premièrement, je pense que c'est le ressort de la frustration. Les gens ont été tellement contraints et bouleversés par ces émeutes, par les désordres qu'on a instaurés dans la ville, qu'ils ont une soif de détente, ils ont une soif de solidarité. Chacun a envie de se revoir, les gens ont envie de se serrer la main, s'embrasser. Et c'est important pour nous parce que nous ne sommes pas une ville où les gens vivent à distance, comme les Anglais où ils disent « hi ». Les gens s'embrassent, ils s'enlacent, ils se serrent la main. Et ça, on a retrouvé ça et ça participe déjà à la redynamisation de la cité. On sort de 2 années de frustration et la route du Rhum, je remercie les organisateurs puisque la route du Rhum est venue pour nous comme un coup de fouet pour nous dire que c'est fini maintenant la léthargie, fini l'inertie, il faut que ça bouge maintenant. Et nous on s'est mis à la hauteur et il n'est pas question qu'on descende là. Les gens nous disent il ne faut pas faire ça comme ça et qu'après la route du Rhum on replonge. Non, on dit non, on ne peut pas avoir été aussi haut et replonger. Donc il y a 15 000 maires en plus du maire. Absolument. Aujourd'hui nous sommes entourés que de mer et de la mer. Donc vous voyez, donc le Pointe-à-Pitre, comme je l'ai dit sur un autre média, Pointe-à-Pitre is back. Nous sommes de retour sur la place. Vous parliez d'éventuelles régates ou d'éventuelles courses à la voile que vous vouliez organiser. De quoi s'agit-il? Ce sont des régates de voile à proprement parler ou d'autres disciplines? De voile et d'autres, même des motorisés aussi, puisque nous avons déjà été approchés par des associations nautiques, associations de marins, qui sont venus à notre rencontre, puisqu'ils n'avaient pas trouvé d'écoute auprès de l'ancienne municipalité, et qui ont déjà programmé avec nous le grand salon de la mer qui va se dérouler ici au début 2023, et qui sera également animé par des courses et des manifestations sur l'eau. Donc Pointe-à-Pitre ne peut pas avoir 11 km de côte et que ça soit complètement inerte et que rien se passe. Donc nous allons faire vivre ce littoral. N'importe quelle petite ville de France qui aurait cet atout-là s'appellerait Pointe-à-Pitre-sur-Mer dans l'Hexagone. Et nous on est là à donner le dos à la mer. Donc on a bien compris que c'est une richesse, tant pour le sport nautique, tant pour les activités économiques, parce que nous avons un quartier, le quartier du carénage, qui apporte le nom carénage parce que c'est un lieu où les bateaux se mettent à sec pour être réparés, où on en fabrique, où on apprend à naviguer. Et donc en tant que fabrication, réparation de navires, sur la dimension économique aussi, la transformation des produits de la mer, nous voulons pouvoir à Pointe-à-Pitre transformer, vous voyez à côté de la place de la Victoire, que quelques pêcheurs viennent vendre leurs poissons, mais nous avons une halle aux poissons qu'ils n'ont pas encore adopté, qui n'ont pas encore accepté d'entrer dessus parce qu'on aime tellement le plein air ici que les vendeurs, les marailleurs préfèrent vendre sur les quais plutôt que d'aller dans cette halle aux poissons. Mais cette halle aux poissons est destinée à héberger des activités de transformation de produits de la mer. Donc activités économiques, activités sportives et activités touristiques. Pointe-à-Pitre, c'est une ville de croisière et la saison de croisière qui redémarre, pour nous c'est vraiment super. On a une belle rue qui, en sortant du port de croisière, va être aménagée, va être fleurie et piétonnisée pour que les touristes qui arrivent ici puissent déambuler dans la ville. On a obtenu le dispositif de duty free qui va permettre aux commerçants du centre-ville de développer leur achalandage et de développer leur commerce grâce à ce dispositif fiscal. Donc Pointe-à-Pitre entend faire de la mer un levier majeur de son développement et de son nouvel essor. Eh bien merci Harry Durimel, maire écologiste de cette belle ville de Pointe-à-Pitre. Bon orateur parce que vous auriez pu être journaliste mais ce n'est pas le cas, vous êtes? Je suis avocat et là aussi on a besoin du verbe pour défendre. Et je suis un avocat qui a lancé l'affaire du chlordécone quand ce Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe a été polluée depuis les années 90 par ce pesticide et je suis resté pendant 10 ans à le crier sur les toits et je passais même pour un luberlu. Personne n'y croyait mais aujourd'hui on prend conscience
conscience que 92% des Guadeloupéens ont du chlordécone dans le sang, mais ce n'est pas irréversible. J'ai rencontré le président Macron à ce sujet et il m'a promis qu'on ira jusqu'au bout. Et je vois que les choses bougent. On a pu inscrire le cancer de la prostate sur la liste des maladies professionnelles. Donc l'avocat, pas que pour parler, mais pour défendre les bonnes causes. Et notamment celle de la mairie. Un mot rapidement sur la route du Rhum. Même si c'est peut-être utopique, vous pensez qu'un Guadeloupéen un jour pourra gagner cette épreuve ? Absolument, c'est utopique parce que pendant longtemps nous avons été affaiblis par des atavismes liés à l'esclavage, au parcours de l'esclave arraché de sa terre natale d'Afrique et transporté dans des cales de bateaux ici. On nous a tellement raconté que si tu as des signes sur le plat des mers, tu vas mourir noyé. On nous a tellement fait peur de la mer qu'aujourd'hui il faut faire la réinitialisation et remettre les gens à nous redonner goût à la mer. Et avec Kenny Piperol, avec Willy Bicent, avec ceux qui Bistocké, qui a été l'un des premiers à y participer, nous voyons se lever une nouvelle génération qui a bien compris qu'une île, sur une île, on ne peut pas ne pas savoir nager. On ne peut pas avoir peur de l'eau quand on vit sur une île, quand on vit dans un archipel, puisque la Guadeloupe, c'est plusieurs îles. C'est Marie-Galante, c'est les Saintes, c'est la Désirade et c'est aussi la Guadeloupe et la Grande Terre. Donc oui, moi j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, mais il ne faut pas être prétentieux. On ne peut pas être des débutants et vouloir coiffer ceux qui sont aguerris. Donc moi, je suis utopique, oui, mais réaliste aussi quand même. À bientôt pour une route du Rhum gagnée par un Guadeloupéen. On vous le souhaite en tout cas. Voilà Jean-François, Victor, nous étions en direct de la place de la Victoire ici où, contrairement à hier où nous avons affronté les bourrasques tropicales, eh bien le soleil tape extrêmement fort et je pense que c'est pas Harry Durimel, le maire de cette commune, qui me contredira. On se retrouve tout à l'heure. Merci Nicolas et merci à votre invité. On va enchaîner avec, comme tous les soirs, le journal du Rhum qui vous a été préparé par Victor Pérez-Boucheron. On ouvre le journal du Rhum de ce dimanche 13 novembre. Une nuit apocalyptique pour les skippers avec des abandons en nombre la nuit dernière. Nous ferons le point météo pour ce dimanche, les faits de la nuit et du jour. Nous ferons également un focus sur Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. Il est en visite il y a quelques jours à Saint-Malo. Et nous ouvrirons enfin la page Nouvelle-Aquitaine. Faible flux de sud-sud-est dans le golfe de Gascogne, en bordure d'un anticyclone à 1036 hectopascales sur le continent européen. Régime de sud assez fort à fort en entrée du golfe de Gascogne, devenant très perturbé avec l'arrivée d'un front froid actif lié à une forte dépression à 966 hectopascales positionnée entre l'Islande et le Groenland. Régime de traîne d'ouest instable et assez fort à 600 miles à l'est de Terre-Neuve. Un anticyclone à 1028 hectopascales situé entre les Bermudes et les Açores, se prolongeant par une dorsale jusqu'au Maroc. Durant la nuit, les trois premiers des ultimes 32-23 ont fortement progressé à des vitesses moyennes de 30-35 nœuds, les plus fortes depuis le départ grâce au vent portant récupéré après avoir négocié samedi après-midi le passage d'un front froid très actif. Ils évoluent désormais entre l'anticyclone des Açores et la précédente perturbation dans un vent qui a pris de la droite en tournant vers le nord. Cette évolution est contrainte à des empannages plus ou moins fréquents vers un cap moyen au sud-ouest. Le vent va continuer de prendre de la droite au cours de cette journée, les obligeant cette fois-ci à mettre du sud dans leur route. La nuit n'a pas été de tout repos pour les 12 Rhum mono et 16 Rhum multi encore en course. Le second front qui a balayé l'Atlantique en fin d'après-midi sur la route du Rhum a violemment secoué la flotte. Les conditions ont été rudes, les bateaux et les hommes ont probablement souffert. En Rhum mono, le trio de tête reste inchangé. Positionné à l'ouest de la flotte, Jean-Pierre Dick, plus rapide que ses proches poursuivants ce matin, mène toujours la danse devant Catherine Chabot et Willy Bicent. Chez les Rhum multi, le Belge Jim Buckenhout, qui fait cap vers les Açores, a pris les commandes du classement en milieu de nuit et progresse légèrement plus vite que son dauphin Roland Jourdain. Leader encore en début de nuit, Brieux Maisonneuve, qui a mis lui aussi du sud dans sa route, complète le podium provisoire. La page abandon, désormais, la mer a renvoyé 14 skippers au port. S'ajoute à ceux de la veille l'Ocean 50 de Thibaut Vauchel-Camus après son chavirage, l'Imoca Bureau-Vallée de Louis Burton après son dématage, le classe 40 de la Rochelaise Amélie Grassi et également le cross-call d'Aurélien Ducrose en classe 40. Le focus du jour est consacré à Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui était en visite à Saint-Malo mercredi avant de donner le départ officiel.
Je voulais venir ici parce que déjà en tant que breton et en tant que voisin costarmoricain, on ne pouvait pas ne pas se rendre sur cette magnifique manifestation qui a lieu tous les 4 ans et qui, je crois, vu le monde qu'il y a aujourd'hui et puis depuis aussi l'ouverture du village, démontre à quel point c'est une manifestation populaire et à quel point c'est une fierté bretonne mais aussi une fierté française. Et donc c'est important pour moi d'être ici parce qu'on doit aussi valoriser ce type de manifestation et puis ça permet de parler de tous les sujets qui sont importants pour moi comme les métiers de la mer, bien évidemment le nautisme, aussi la compétition et puis le lien entre des régions comme la Bretagne ou la Guadeloupe. Donc vous voyez, il y a 1000 raisons de venir ici sur ce village, des raisons très joyeuses qui est d'ailleurs de profiter de ces magnifiques bateaux, de voir beaucoup de gens qui là aussi rêvent, se projettent aussi dans cette belle manifestation. Donc très heureux d'être ici et puis je constate à quel point l'organisation est vraiment impeccable et ça permet au plus grand nombre de participer à sa manière à cette belle manifestation. Ce qui m'a particulièrement marqué ou surpris, même si j'en doutais pas, c'est le monde qu'il y a ici, la diversité. Il y a des familles, il y a des gens qui sont, je crois, des passionnés de voile, il y a des Brétiliens, il y a des Bretons, il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Et puis, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est à quel point, quand on parle de bateaux, quand on parle de navigation, en fait, c'est une situation très différente entre les ultimes et puis les navires beaucoup plus mythiques et beaucoup plus anciens. Et donc, c'est à la fois cette diversité et puis cette capacité qu'a le domaine de la voile d'innover de manière très très rapide, puisque entre la dernière route du Rhum et maintenant, on voit qu'il y a eu une accélération du développement des technologies sur les navires. Et donc, c'est à la fois une surprise sur la rapidité de l'évolution technologique et puis aussi que la popularité de cet événement ne se dément pas. Oui, j'en ai fait, j'en fais plus parce que j'ai un peu moins le temps, mais en tout cas, je compense en étant présent ici et en me nourrissant avec la vue de ces magnifiques navires. Mais quand on fera plus de politique, on aura peut-être l'occasion d'en refaire un peu plus. On ouvre désormais la page Nouvelle-Aquitaine pour terminer avec celui qui évolue dans la catégorie des Roms mono, Wilfried de Clerton, sur son cap location qui est non localisé aujourd'hui sur la course. Amélie Grassi, alors 10e des classes 40 hier, a dématé, contrainte à l'abandon. Arkema et Quentin Vlaminck qui avait perdu sa place de premier hier au profit de Thibaut Vauchel-Camus dans la catégorie des Ocean 50. Mais après le chavirage de ce dernier, Quentin Vlaminck reprend les rênes de la catégorie des Ocean 50. Bonjour à tous, bienvenue à bord d'Arkema. On est juste devant l'île de Santa Maria. Alors je vais essayer de vous la montrer, mais je dirais pas tout à l'heure. On voit presque. On voit tous les nuages. Petite île à l'est, l'archipel des Açores. Donc voilà, il y a Seb qui est un peu plus loin sous le vent de l'île. Erwan et Armel dans mon axe presque. Donc c'est bien, c'est vrai, il y a du mal. Pas simple de tenir la cadence. Cette nuit c'était chaud là, après le passage du fond. Le passage du fond ça a été plutôt bien géré, 3i et ORC et J3. Après j'ai viré, j'ai renvoyé un IGV J2. Et là je me suis pris des belles claques. Je suis repassé 2 IGV mais c'était pas simple, le vent était vraiment très instable. J'ai 2-3 claques à 35 nœuds, donc c'est un peu limite, donc j'ai pas dormi cette nuit. Et puis voilà, là, mais sinon plutôt en pleine forme, j'avais bien dormi avant pour me préparer. Et là ça va être un peu plus fin, voilà, il faut réussir à garder du vent, ça va pas être simple. Mais toute l'équipe routage est à fond à terre pour me guider, donc ça c'est cool. Et puis moi j'essaie de faire marcher la machine, elle va super bien. Je suis bien à bord, je peux pas beaucoup manger mais je prends des forces. Et d'ailleurs je vais faire un petit mauvais. Voilà. Et maintenant il va falloir bronzer, parce que c'est pas dans les sens rouges qu'on va bronzer. Allez, à la plus. Et on laisse Quentin Vlaminck et on va retrouver d'autres de ses petits camarades pour la rubrique que vous connaissez à présent depuis le début de la semaine, à savoir la rubrique On Board. Et ce soir, bien sûr, elle est un petit peu agitée. Salut les amis. Eh bien, on a retrouvé un petit peu de ciel bleu. Alors c'est temporaire, hein, parce que le prochain front va arriver. On a quitté le précédent il y a à peu près 3 heures.
un court répit pendant lequel j'essaie de m'alimenter un petit peu. Je suis allé installer le J2 pour la prochaine praline qui va arriver. Et puis on se prépare à une nuit un peu musclée, voilà, avec un petit virement à passer et faire du tribord, ce qui va changer un petit peu du bâbord que l'on fait depuis la pointe Finistère. Et avant d'attaquer le vent fort, il est important de prendre soin de soi. Donc là c'est saucisse sèche à bord. Allez, bon week-end à tous. Salut! Aujourd'hui le 12 novembre, à bord de mon courtier énergie Cap Agir Ensemble, à passer un front à une zone nuageuse avec un petit coup de vent associé là. Vous voyez, c'est la partie rouge sur l'écran de l'ordinateur. C'est pour la fin d'après-midi. Donc là je suis un peu en stand-by, prêt à dégainer parce qu'en fait derrière la masse nuageuse le vent tourne d'un coup et il faut virer de bord. Donc il faut être prêt parce que si on n'est pas prêt à temps, le risque c'est de partir avec le vent qui tourne et de ne pas être capable de virer de bord et de partir dans la mauvaise direction. Donc malgré le fait que les conditions soient engagées, il faut être sur le pont, prêt à surveiller les paramètres, notamment la pression atmosphérique qui varie avec le passage du front. Voilà, alors je vais pas aller dehors parce que ça mouille vraiment beaucoup, vous m'excuserez. Et là, un petit aperçu. Ah, à côté c'est ma veste qui pendouille là, que j'essaye de faire sécher. Voilà, je vais me faire un petit café en attendant en laissant le temps passer pour que ce front arrive et qu'on vire de bord. Ça y est, c'est reparti à bord de Banque Populaire sur cette route du Rhum. Après 48 heures de réparation à Lorient, la super team a réparé tout ça et de nouveau sur l'Atlantique, plein ouest, en route vers les Açores. Donc content d'être reparti, même si beaucoup de déceptions quand même dans cette histoire, mais on va pas abandonner comme ça. Merci à tous les messages de soutien qu'on a reçus et ben on va finir cette route du Rhum. On va faire une belle aventure. Voilà, j'essaie de filmer le passage de front depuis l'intérieur du bateau. Alors évidemment là je suis au sec. Dehors il y a 40 nœuds. Je sais pas si on voit l'état de la mer. Je suis bien content d'avoir mon J4. Il faut vraiment se tenir là. On se fait bien défoncer là dans le front là. C'est monté jusqu'à 55 nœuds. Ça patate. Débattage de bureau balai. Je comprends pas. On était à 2 riz J3. Il y a peut-être 2 mètres de creux. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. A plus tard. Salut les amis. Bon bah voilà, il est 5 h du mat, ça fait
2 heures qu'on bricole là avec l'hydro. Il m'a fait des siennes parce que le frein a arrêté de marcher, donc j'ai trouvé un bouchon et là ça a l'air d'aller. Je vais continuer à vider le bateau et puis voilà, on sera reparti et on est déjà reparti. Allez, je vous embrasse. Ouais, salut les copains, un petit message pour commencer pour Thibaut, une petite pensée pour Thibaut, le pauvre. Il a dû se faire peur. Et j'espère que au moins ça. Au moins il n'a pas trop de casse. Pas trop de casse. Il y a toujours de la casse hein, forcément, mais. Donc il s'est pas fait mal. Et qu'il arrivera à récupérer son bateau. Là nous on est au reaching, là on vient d'abattre un petit peu juste pour faire la vidéo. Pour que ce soit moins bourrin. Et sinon on tient pas debout en fait. Pas de place pour un humain sur ce bateau quand ça va trop vite. Donc voilà, je suis en forme à peu près. J'aimerais bien dormir plus évidemment, mais c'est le jeu, on n'a jamais l'occasion quand c'est la course. Donc voilà, les conditions sont pas vraiment avec nous pour ça en tout cas. Mais bon, on n'est pas loin, on est dans le match. Donc força, à très bientôt. Et une rubrique que vous retrouverez bien évidemment demain soir, juste avant de se quitter pour aujourd'hui, l'une des rubriques de Victor. Rebonsoir Victor. Donc comme tout le monde le sait, vous êtes un jeune numérisé et vous voguez sur les vagues. Où vous en êtes tout de votre concours sur la Virtual Regatta? Tout à fait Jean-François, hier soir nous nous étions quittés à la 91e 1000 places. Alors contre toute attente Jean-François, eh bien j'ai régressé, je suis désormais à la 96 081e place. Ça ne s'arrange pas. Hein. Ça arrive à tout le monde, hein. C'est un fait de course, hein. J'ai peut-être trop vu dans ma stratégie. Bon, ça arrive. Alors pour ma défense, hein, je vais pas me dédonner la situation quand même Jean-François, parce que voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas la main sur le bateau, j'ai pas la sensation du cordage, je peux pas moi-même tirer mes cordes, je peux pas agir sur ce bateau. Non, évidemment, je plaisante, mais bon, le but maintenant va donc être de sortir donc, au plus vite du front pour rattraper mon retard et profiter donc des alizés dans laquelle déjà les premiers de la compétition en mode virtuel sont déjà dedans, à l'image donc d'Estelle Denis, notre confrère d'RMC, et même d'autres concurrents. Donc je maintiens mon cap direction l'Ouest, Jean-François. Merci Victor et à demain pour la suite de vos aventures. Avant de refermer cette émission, on va retrouver notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute. Bonsoir Nicolas. En quelques mots, nous avons 30 secondes à vous consacrer. Ah, on ne vous entend pas, Nicolas, malheureusement, donc je vais reprendre l'antenne, comme on dit, ce sont les aléas du direct. En tous les cas, vous serez de retour en direct, évidemment, demain soir, lors de cette quotidienne consacrée... Effectivement. On vous entend, Je Nicolas. suis là, Jean-François, mais ce serait sympathique de me laisser parler. Vous êtes un homme de radio et ça se sent et ça se voit, Jeff. Sachez que demain, nous recevrons Chloé Combé, qui est l'une des représentantes d'un mythique quotidien des Antilles. Il s'agit de France Antilles, un journal qui a connu bien des déboires, notamment sur le plan financier. Vous savez que la presse est durement impactée depuis une dizaine d'années. Eh bien, nous reviendrons avec elle, puisque c'était l'envoyé spécial de son journal en métropole, sur cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, ici depuis Pointe-à-Pitre. Merci Nicolas, bonne journée à vous et on se retrouve demain. Il est temps également de saluer Victor qui m'a accompagné ce soir. Je remercie également en régie Paul Maison-Regnault et Yann Brindu en régie. Et on se quitte cette fois-ci, en effet, avec l'image du jour. Bonne soirée à tous. Allez, on est parti. Quelques heures plus tard, une petite différence.